Dibona, c'est l'homme du, tu te rappelles, du Croz, de la face sud du Croz dell'Altissimo, de l'Adira Rouen, donc des voies dans le Carvendel, dans les Dolomites qui sont des voies importantes. Hein. On est dans le 5e degré. Il va avoir cette chance ou cette malchance, je ne sais pas, de naître en Autriche en 1879 et il va mourir en Italie, à Cortina d'Ampezzo, qui va changer de main, eh bien, en 1956. Donc à 77 ans. Donc super carrière de guide. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Dibona, c'est d'abord un guide magnifique. Il faut quand même savoir qu'il a guidé, par exemple, des célébrités comme le roi des Belges et les frères Mayer, qu'il va emmener dans ces belles réalisations. Eh bien, eux, ils vont lui offrir d'aller dans les Alpes occidentales. Et là, on va avoir notre Dibona qui va tout simplement débarquer en Isère, dans l'Oisans. La suite, c'est la neige, c'est elle froide, c'est la barre des écrins et cette petite aiguille merveilleuse du pain de sucre, où tu vas m'emmener tout à l'heure et où déjà je suis très très inquiet. Mais bon. Non, ça va bien se passer. Donc c'est un itinéraire qui se déroule dans le 4-5, avec un gros morceau à la fin qu'il appuie sur Madier, qui laisse des plus que du 5. Qui laisse des souvenirs généralement. Et du coup, on sera 3, parce que nous on va monter cet après-midi tous les deux. Et il y a Delphine, donc une autre cliente, qui va nous rejoindre au refuge. Ah, je serai pas tout seul au relais. Non, voilà, génial. Partager tes angoisses. En plus, avec une jeune fille charmante. Voilà. Très bien. Donc on va joindre l'utile et agréable et on va monter à 3 au sommet de la Dibona. Ce projet il a été décidé donc, conjointement par l'Office du tourisme donc, de Saint-Christophe-en-Oisans, les gardiens de refuge de la vallée du Vénéon et le bureau des guides du Vénéon. L'objectif du projet à la base c'était de rendre hommage donc, à Dibona et du coup de répéter ses voix pour fêter le centenaire de la face sud de la Meije. Et après plus loin ça a été d'aller jusqu'à un peu fêter la vallée dans son ensemble et du coup de faire un peu, par le biais des voies Dibona, une présentation du massif. Tranquille la marche finalement là. J'ai mangé mon câble. Ouais, ça avait pas l'air d'aller trop mal quand même. Elle n'a pas toujours été appelée la Dibona, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, on avait deux cimes proches, la centrale du Saurier, qui était l'aiguille du pain de sucre, et celle-ci qui était la cime du pain de sucre. D'accord. Cette confusion a entraîné finalement l'envie chez certains de changer le nom de cette aiguille bien individualisée. Et c'est Lucien Devise de la FFM qui a demandé qu'on l'appelle l'aiguille Dibona. Mais ça n'a pas été sans heurts. Hein. Les gens du coin étaient moyens enthousiastes. Ça leur faisait bizarre. Ça leur faisait bizarre. Quoi. On leur enlevait un nom local finalement pour donner un nom d'un étranger. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va. Bien monté? Nickel. Bon super. Que la soupe est chaude. Ouais, c'est tout bon, il n'y a plus qu'à. Vous étiez médisant, hein. Même un gros arrive à passer. Anglais qui viennent, il y a des Belges, il y a des gens comme ça qui viennent grimper dans les Dolomites, ce fabuleux terrain de jeu pour les alpinistes, et tous ces gens-là ont besoin de porteurs.
Angelo Dibona, il va commencer comme porteur, mais il est très doué. Il est très doué en escalade, et très vite, il va devenir guide tout simplement. Après là, c'est tranquille, hein. Là, le petit état, tu verras, tu as une petite prise là qu'on voit pas forcément, mais qui crochette. Et après, il faut monter un peu les pieds en adhérence, et puis ça va bien, quoi. Là, on est au pied de la difficulté de la voie. Donc là, c'est la fissure Madier, la fameuse côté Cisa. Un beau morceau de bravoure là pour l'époque. Bon, maintenant, nous, on a des frênes, il y a des spits. Donc, on va quand même s'employer, mais ça devrait quand même bien se passer. C'est sûr, c'est pas la voie qui a été faite par Dibona en 1913. C'est un itinéraire différent, mais qui avait un côté esthétique qui était plus intéressant pour mettre en valeur cette aiguille. Et du coup, on s'était dit que Dibona, c'était pas uniquement une aiguille et puis juste le prétexte à rendre hommage à un alpiniste, mais c'était aussi le moyen de rendre hommage à un massif et à des montagnes. Et du coup, par le biais d'itinéraires qui nous semblait super esthétique. Ah, mon ami. Ouais, je savais bien que c'était un truc... Ouais, 100 mètres en 4. Non, c'est beau, hein. C'est 10 milliards de fois trop dur pour moi, mais c'est vraiment très beau. Ah, bien. On est au sommet. Ah bah là, pas du tout haut. On est au sommet. Cool. Bonne nouvelle. On a fini la voie Madier, donc qui date de 37. Il était avec quand même une pointure du massif qui était Fourastier. D'ailleurs, le Fourastier, on la voit. Et on voit Coste Rouge surtout. L'autre Dibona. Ah, ce bel éperon là. Il l'a peut-être regardé d'ici. Ah, sûrement, ça a dû lui taper dans l'œil là. On n'est pas dans la conquête comme les Britanniques qui sont des conteurs, qui accumulent les voies, les montagnes les unes après les autres. Là, on est vraiment dans on va dire une introspection presque nietzschéenne où ces alpinistes sont là, ils vainquent quelque chose en eux, ils se battent contre la nature, ils sont vraiment... là, on est dans une lutte presque quasi existentielle qui va les révéler. Et Preuss, toute sa philosophie, justement, va être de refuser toute aide artificielle, la corde, les pitons, etc. Il va grimper en solo, sa grande philosophie, ça veut dire ce que je peux grimper, je dois pouvoir le descendre. Donc il va désescalader les propres montagnes qu'il gravit. Il est vraiment là-dedans. Il est vraiment, oui, dans cette dimension ultra romantique de l'homme qui est là, dans les forces de la nature, et qui ne les vainc pas, mais se les adjuge. C'est un peu ça, l'idée. On leur avait dit, pour aller en montagne, il faut prendre une corde. Certains étaient un petit peu plus aguerris à ça parce qu'ils l'avaient testé sur des petits blocs comme ça, mais en progression en haute montagne et en falaise et en face comme ils ont fait, comme dit Dibona, je pense que c'était psychologique et moral plus que technique comme matériel, quoi. Aujourd'hui, on a une corde qui fait bientôt 60 mètres en double pour faire de l'escalade. À l'époque, ils n'allaient pas d'abord par rapport au poids du matériel et à l'encombrement qu'il y avait. C'était, je ne sais pas, peut-être au grand maximum, quand ils avaient 30 mètres de corde, c'était vraiment le maximum. On appelait, je ne sais pas si ça s'appelait mousqueton, mais il y avait des crochets un petit peu pour passer. Mais c'est pareil, c'était horriblement lourd et ils en emmenaient, je dirais, quasiment pas. Même dans leur retraite, je n'ai pas lu ou pas entendu qu'ils utilisaient des mousquetons comme on les utilise aujourd'hui en forme de moulinette ou quoi que ce soit pour récupérer la corde. Je pense qu'ils avaient un petit peu le nez dans le guidon, comme on dit, et quand ils s'engageaient dans quelque chose, surtout ce genre de personnage avec un niveau technique qui apparemment était, moi je pense, très très élevé pour l'époque, et ben, il se disait qu'il fallait sortir puisque le retrait n'était pas possible par rapport au matériel, et je pense qu'ils ont dû avoir des bonnes sueurs et des bons moments où, posés sur une vire ou un truc comme ça, ils avaient les jambes et le palpitant qui devait bien donner aussi, quoi.
Ouais, alors écoute. Et là, on va descendre par la voie normale de la Dibona, donc qui est vraiment la voie de la première ascension par Angelo Dibona. Et du coup, en fait, ça fait une dalle un petit peu aérienne là, qui se passe sur 3 longueurs. Donc nous, on va tirer 2 rappels de 30 mètres. On va arriver à une brèche. De là, on va prendre une petite virette et on va se retrouver sur les névés, là où il y a tout le monde. Là. Et là, on aura qu'à se laisser glisser en bas parce qu'on a de la chance, il y a encore un peu de la neige. La vallée du Vénéon, du Haut-Vénéon, ce n'est pas que l'alpinisme et cette vallée est ouverte à tous et il faut aussi donc montrer aux randonneurs, montrer aux gens qui aiment la balade qu'il y a des possibilités donc, de se faire plaisir et de pouvoir découvrir des lieux vraiment très sauvages sans pour autant donc avoir des heures et des heures de marche dans les jambes. Et on y trouve un panel d'activités de montagne qui est tellement diversifié que chacun peut se faire plaisir. Et il y a aussi le parc national des Écrins qui est quand même une carte de visite qui est très importante pour nous parce que qui dit parc national des Écrins dit une idée une idée de nature plus vraie, plus sauvage et c'est une excellente carte de visite. Si on fait le tour de tous les refuges de la vallée du Haut-Vénéon, je dirais qu'à part le promontoire qui est à plus de 3000 et avec un accès difficile, la plupart des refuges sont accessibles pour les familles avec des enfants de 10 ans. J'avoue que le sentier de l'Alpe du Pin est un peu raide quand même, donc il faut ménager un peu ses mollets, il faut démarrer sa randonnée avec beaucoup d'humilité et puis chauffer un peu les muscles. Et pour le plus grand plaisir des enfants et même des adultes. Donc le sentier de l'Alpe du Pin est jalonné par 2 petites histoires, 2 contes. Donc le premier conte, quand on a lu le premier conte, on est arrivé à la moitié du sentier et quand on arrive à la fin du 2e conte, on est au refuge. Et là les enfants apprécient beaucoup, mais aussi les adultes, il n'y a pas que les enfants, hein. Donc les histoires ça plaît à tout le monde. Bon bah Sylvain, donc là on est devant la face nord-ouest du dôme. Donc en fait la voie, la Major Dibona, c'est la pente de neige là qu'on voit un petit peu sur la droite. Donc là on voit bien qu'elle n'est pas en condition, là il en manque un gros bout en bas et le haut est assez sec. Et puis là le rejet il est super mauvais. Là. Demain ils annoncent 38 degrés donc du coup on va plutôt aller à la Meige pour faire la première Dibona du massif. Non, la meilleure Dibona, moi honnêtement, depuis que je suis ici, j'en ai vu grand monde. Non, personne. Ouais. Non. Pierre Alain, meilleur. Bah, c'est un peu plus prestigieux la Pierre, enfin un peu plus connu. Ouais, quoi. voilà. Ça ne bouchonnera pas dans la meilleure. Ouais. Bon, bah, parfait. Comme eux quand ils l'ont fait. Ouais, putain. On aura du meilleur matos. Ouais, mais c'est le mental qui compte. Ouais. Émile Zygmondy, lui, il arrive sur la scène à la Meige en 1885, tout simplement. Il grimpe avec son frère, ce sont 2 Autrichiens, les frères Émile et Otto Zygmondy. Ils ont des clients, et là, ils sont venus avec un fameux professeur Schulz, et ils ont gravi la voie de la Meige traditionnelle. Et là, il dit à son frère, tiens, on va emmener notre client, on va ouvrir une voie en face sud. Et c'est là que la fameuse histoire intervient, puisqu'ils vont essayer de passer, et malheureusement, Zygmondy va chuter et mourir au pied de la Meige. De quoi exciter effectivement l'imagination et le désir de personnages comme Angelo Dibona, qui va évidemment se rendre à cette face sud de la Meige. C'est bien, ils ont passé ce qui craignait le plus la neige au-dessus, c'est l'histoire de la Dibona. D'abord, il y a une conquête de cette muraille de la face sud de la Meige qui a duré au moins 25 ans, on va dire.
Il y a eu de multiples tentatives, de multiples nationalités. Et Dibona, en fin de compte, Dibona, lui, il avait qu'un souhait, une obsession, c'était de faire la muraille de bas en haut. Et alors, il a attaqué au pied du Grand Pic, il a coupé le couloir Zygmondi, et il a pris des bandes de neige qui allaient jusqu'en haut du bastion central d'aujourd'hui, pour trouver un cheminement un peu à l'aveugle à l'époque, qui débouche sur la troisième dent, à gauche de la troisième dent, on va dire. Et c'était le premier itinéraire ouvert complètement dans la muraille de la Facile de la Neige. Et ça, il y a juste 100 ans. Bon, je vois qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, hein. Ça promet pour demain. Par contre, on a un petit problème de regel la nuit, mais sinon les parois sont bien sèches pour la saison. Qui est la plus sympa, qui passe direct dans l'espèce de dièle. Des fois ça fait pas. Tu peux passer complètement à gauche, faire un grand ça va, tu vois même pour faire ton... Ouais, c'est bon. Nickel. J'aime bien le petit lever 4 heures. On fait de la collante du matin. Ouais, Jérôme, vous allez comment à l'attaque de la voie? Par les rappels derrière ouais. Ou... Ouais. Parce qu'avec la neige, là, et en plus ça va pas regeler, je pense que vous irez plus vite en passant par en dessous. Ah ouais? Je crois, ouais. Hyper compact, moi du coup l'avantage c'est que ça fait pas peur avec le caillou, mais du coup c'est un peu expo, mais voilà, après sinon on se régale bien, hein. Belle ambiance, beau temps, donc non, bonne journée pour l'instant à la neige. Même si t'as fait 2 mètres au-dessus d'un clou et que t'as une bonne fissure, putain on a des freins, tu mets, hein. Franchement tu t'en fous, déjà ça mange pas de pain. Et puis t'es jamais sûr que ton python, même si t'as retapé dessus, qu'il va pas te claquer dans les pattes. Ah, du coup ça continue par là-bas. Ouais, ça contourne un peu et puis après ça revient je pense sur la vire au-dessus, la petite rampe. L'itinéraire classique de Dibona se fréquente plus, enfin, ou alors très peu, parce qu'il est très exposé au niveau des chutes de pierre, au niveau du couloir Zygmondi, et demande d'avoir donc des conditions enneigées sur le bas de la face et sèches en haut. Donc c'est de plus en plus rare d'arriver à réunir ces 2 parapets. Et l'autre intérêt, c'était que de passer par Bastion Central, ça fait une connexion vraiment logique avec la fin du parcours de Dibona. Et ça permet de faire un itinéraire vraiment de grande classe en plein dans la face sud. Et disons que maintenant, c'est la manière la plus classique de parcourir la meilleure Dibona en passant par la voie Chapoutot. Ok. Un peu derrière, ouais. Aqualand, c'est la piscine quoi. Moi j'aime pas la piscine. Tu te fais rincer quoi. Là je me suis trempé. Ouais Jérôme, la dent pointue là c'est le doigt de Dieu. Non, non, ça c'est la 3e dent, c'est notre sommet. C'est là qu'on va se diriger là. Le doigt de Dieu c'est vraiment le gros pic à droite là, tout raide, tout gros là. Et entre les deux t'as la 4e quoi. Mais nous on sort un petit peu à gauche de la toute pointue là, la petite câline. En fin de compte, on a de plus en plus, moi je trouve, de jeunes, de cordées jeunes, de forts grimpeurs, on va dire, qui arrivent de la vallée et qui ont envie de découvrir la montagne, qui parfois, bien sûr, démarrent par des voies équipées, mais parfois aussi, et même souvent d'ailleurs font les deux, ont envie d'aller voir ce que sont ces grandes voies historiques. Bah là on est sur les névés triangulaires là, qui barrent un petit peu la fin du bastion. On a encore un petit peu de neige à faire pour prendre pied là sur le dernier ressaut là, donc là on va vraiment rejoindre la voie Dibona.
On est passé de la dalle à une espèce de rocher fracturé plein de prises. Mais du coup c'est plus physique quoi. Faut pousser, c'est fatigant. On met les pieds dans les pas d'Angelo quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sain la neige je pense. Disons que si t'as réchappé à la zipette dans les dalles, dans la chapoutot, avec place sur vire de 20 mètres, tu peux encore y avoir une deuxième chance de te manger un bloc sur la gueule en sortant dans la Dibona. Dément. Ce qui va, je crois, les unir profondément, tous ces gens-là, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir, dans l'alpinisme, une confrontation avec le risque, avec la mort. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui ne cessera jamais et qui sera toujours le fondement de l'alpinisme. Il ne peut pas y avoir d'alpinisme sans risque et sans confrontation avec la mort. Cette face de la Meije, elle fait 2 km de large, 1 km de haut. Quand on se retrouve au pied, c'est impressionnant véritablement. Il faut arriver à lire l'itinéraire, il faut s'y engager, il faut avoir en tête les conditions météo, il faut avoir... Bref, c'est ce qu'on appelle un engagement en montagne. Et je trouve que les retours qu'on a, nous, des cordés qui n'ont pas l'habitude de ces voies historiques et qui s'y engagent, c'est d'une richesse. D'abord, ils sont une grande satisfaction, et puis une vraie richesse au total, parce qu'en fin de compte, il y a la grimpe d'un bon niveau, mais il y a en fin de compte beaucoup plus que ça. C'est la confrontation aux éléments et aux éléments d'une ampleur un peu exceptionnelle. La sortie classique d'Ibona, elle est à gauche de ce dent. Ouais. Voilà. Et la sortie Stauffer, elle est droite de nous. C'est le dièdre raide là. Bim. Ouais, c'est ce que je pense. Voilà. Donc si on part à droite, on fait le Stauffer. Et là, de toute façon, il faut faire un Z à mon avis. Il faut faire droite, gauche. Et à gauche, là, on fait le Dibo là. Ouais. Dans tous les cas, il faut faire droite-gauche. Ouais. Il n'y a vraiment qu'à la fin où tu décides de ce que tu fais. Et là, Dibona, c'est un grimpeur, donc c'est quelqu'un qui regarde. Et quand il regarde et qu'il est sur sa Meije et qu'il fait un petit tour d'horizon, effectivement, il va s'apercevoir qu'il y a pas mal de choses. Alors en 1913, donc, il va revenir avec toujours les mêmes, les frères Mayer, et là, ça va être la campagne d'exception, avec Coste Rouge à aile froide, cette fameuse arête, et puis surtout la face nord-ouest du Dôme, toujours pareil avec les Mayer, et là, c'est vraiment une très belle réussite, quoi. Donc ces deux itinéraires, on voulait les faire. Le but, c'était de le réaliser au sein d'une saison de guide. Et les conditions ont fait que, entre l'emploi du temps, le mien, celui des clients, et puis les conditions de la montagne, on n'a jamais réussi à caler vraiment cette affaire et puis à trouver le bon créneau. Du coup, on a un peu laissé de côté l'affaire et puis on s'est concentré sur la Meije et puis sur la Dibona dans des parcours qui étaient plus vite en condition. Bah ça y est, il ne reste plus qu'à aller à l'Aigle, finir ses arêtes. 3e dent, 4e dent, doigt de Dieu et descendre sur l'Aigle. 1 heure, 1 heure et demie, peut-être il fera nuit. Mais bon, on a fait la voie. On l'a pas torché, mais on l'a fait. On est arrivé à minuit et demi au refuge. Donc on n'a pas battu le record de la traversée. Mais non, c'était bien classe. Et c'est vrai que tous ceux qui l'ont fait, ils sont je crois une dizaine de cordées de jeunes cet été, tous le disent, ça vaut le coup de la faire connaître. Il faut quand même avoir vraiment de la marge et puis l'habitude du terrain parce que c'est moins direct que la Pierre Alain, ça se louvoie un petit peu plus et surtout c'est plus engagé quoi. C'est quand même assez expo quoi, comme itinéraire quoi. Mais bon, ça vaut le coup d'œil quand même, c'est une belle muraille quoi. Si le jeu avait des limites, ça serait terrible pour nos jeunes générations, pour nos alpinistes qui ont aujourd'hui 20 ans et qui s'engagent. Le jeu commence par, on va dire, de la conquête de sommets vierges. Le jeu se poursuit par la conquête de voies difficiles. Puis après, pourquoi par la conquête de voies difficiles en solitaire. Puis ensuite, on va enchaîner les voies, etc. Donc le jeu est infini. Je crois qu'on peut dire ça. Chaque génération va vivre son âge d'or.